Salut à tous. Une nouvelle de dernière heure, et je parle du genre de nouvelle de dernière heure qui vous fait vous demander si le président vit sur la même planète que le reste d'entre nous. Ce n'est pas un cessez-le-feu, ce n'est pas une trêve, c'est pas une pause diplomatique, c'est un combat en direct dans le détroit d'Ormuz. Des missiles dans les airs, des drones dans le ciel, des navires de guerre qui échangent des coups, et le président des États-Unis vient de regarder tout cela et d'appeler ça une petite tape affectueuse. Apparemment, dans cet univers de conférences de presse, un missile devient une note de service si l'éclairage du pupitre est assez flatteur. Voilà la question au cœur de tout cela. A-t-on déjà vu une guerre où les deux camps se tirent dessus pendant que le commandant en chef appelle ça une broutille ? A-t-on déjà vu des missiles voler, des navires de guerre manœuvrer et des explosions illuminer le golfe Persique pendant que le dirigeant de l'armée la plus puissante de la planète affirme que l'Amérique les a pulvérisés, puis insiste pour dire que le cessez-le-feu tient toujours? Pour le camp Trump, la réalité est souvent traitée moins comme une preuve que comme un problème de marketing. C'est exactement ce qui s'est passé le 8 mai 2026. Ce jour-là, les forces iraniennes ont attaqué 3 destroyers de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Elles ont tiré des missiles, elles ont lancé des drones, elles ont envoyé de petites embarcations foncer vers les navires de guerre américains, armes au poing. Les États-Unis ont riposté, les forces américaines ont frappé des bases militaires iraniennes terrestres, elles ont détruit des menaces entrantes dans le ciel. Et pendant quelques minutes terrifiantes, le point d'étranglement pétrolier le plus important de la planète est devenu une zone de guerre active. Puis, Donald Trump s'est avancé devant un micro et a présenté l'attaque comme si l'Iran avait simplement taquiné les États-Unis. Il a affirmé que l'Amérique les avait pulvérisés. Il a appelé ça une broutille, il a appelé ça une petite tape affectueuse. Et ensuite, dans le même souffle, il a insisté pour dire que le cessez-le-feu tient toujours. C'est pas de la gestion de crise, c'est du rebranding de crise avec une cravate rouge et un visage impassible. Voici donc ce qui s'est passé, et chaque détail compte parce que c'est le moment où le baril de poudre s'est finalement embrasé. Ce matin, le 8 mai 2026, les forces iraniennes ont lancé une attaque coordonnée contre 3 destroyers américains lance-missiles opérant dans le détroit d'Ormuz. Selon Fox News et plusieurs sources militaires, l'attaque est arrivée par vagues. D'abord, les drones. Des drones de combat iraniens ont fondu vers les navires américains depuis plusieurs directions. Puis, les missiles. Des missiles de croisière et des missiles balistiques ont traversé le ciel en arc, visant les navires. Puis, les petites embarcations. Des vedettes d'attaque rapides, remplies de gardiens de la révolution iranienne ont filé sur l'eau, les armes pointées vers les destroyers. Ce n'était pas une manifestation, ce n'était pas un tir d'avertissement. C'était un assaut naval à spectre complet, conçu pour submerger les défenses américaines et couler ou endommager des navires de guerre des États-Unis en plein jour. Mais dans le langage de la communication politique, apparemment, assaut naval à spectre complet avait simplement besoin d'une étiquette marketing plus douce. Et cela s'est produit dans le détroit d'Ormuz. Le même détroit que Trump affirmait en voie de réouverture. Le même détroit que Marco Rubio disait sécuritaire. Le même détroit que Lloyd's List confirmait toujours fermé au trafic commercial. Les Iraniens ont regardé des navires de guerre américains stationnés dans ce qu'ils considèrent comme leurs eaux, et le message était sans équivoque. Ça suffit, sortez, c'est notre détroit, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Puis ils ont ouvert le feu. Mais c'est ici que l'histoire prend un virage qui devrait terrifier chaque contribuable américain. La marine américaine n'a pas battu en retraite. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas paniqué. Elle a riposté. Le commandement central américain, le CENTCOM, a confirmé que les forces américaines avaient détruit les menaces entrantes avant qu'elles puissent atteindre leur cible. Aucun navire américain n'a été touché. Aucun marin n'a été tué. Les systèmes de combat Aegis ont fonctionné. Les systèmes de guerre électronique ont fonctionné. Les systèmes d'armes rapprochés ont fonctionné. Et chaque drone, chaque missile, chaque embarcation qui est entrée à portée a été détruit sur l'eau ou dans le ciel. Puis les États-Unis ont fait quelque chose d'encore plus important. Ils ont riposté. Les forces américaines ont frappé des bases militaires iraniennes terrestres. Elles ont touché des cibles à l'intérieur de l'Iran. Elles ont répondu à une attaque contre leurs navires par des bombes sur le sol iranien. Et c'est ainsi que les guerres s'intensifient.
C'est ainsi que des incidents localisés deviennent des conflits régionaux. C'est ainsi qu'une escarmouche dans un détroit devient une guerre ouverte entre nations. Parce qu'une fois que des bases terrestres sont frappées, qu'un territoire est bombardé, que des gens sont tués sur leur propre sol, une ligne a été franchie et elle ne peut plus être effacée. Aucun slogan ne peut faire reculer discrètement cette ligne une fois que les bombes l'ont déjà franchie en premier. On est passé de manœuvre navale à une guerre ouverte. Et tous les historiens militaires vous diront que, une fois que des bases terrestres sont frappées par les deux camps, la seule question qui reste est de savoir jusqu'où cela ira et à quelle vitesse. La réaction de Trump à cette attaque n'a pas seulement été bizarre, elle a été historique, elle a été sans précédent. C'est le genre de déclaration que les historiens de demain étudieront en se demandant ce qui se passait à Washington ce jour-là. Trump a présenté l'incident en disant que l'Iran avait taquiné les États-Unis et que l'Amérique les avait pulvérisés. Taquiné, c'est le mot qu'il a utilisé. Taquiné. Comme si une attaque coordonnée de missiles et de drones contre 3 destroyers de la marine américaine était un simple désagrément. Comme si des forces iraniennes tirant des armes réelles sur des marins américains était une chamaillerie de cours d'école. Comme si la voie maritime la plus dangereuse du monde, devenue une zone de combat active, n'était qu'un petit contretemps dans une journée autrement paisible. Dans cette mise en scène, l'escalade n'est apparemment sérieuse que lorsqu'elle commence à mal passer dans les sondages. Puis il est allé plus loin, il a appelé ça une petite tape affectueuse. Une petite tape affectueuse. Prenez le temps de mesurer ça. Une petite tape affectueuse, c'est ce qu'on dit pour une légère poussée. Une tape amicale, un geste joueur entre amoureux. C'est pas ce qu'on dit pour une attaque militaire. C'est pas ce qu'on dit pour une salve de missiles. C'est pas ce qu'on dit pour un acte de guerre. Ce genre de formule ne calme pas une crise. Il insulte l'intelligence de tous ceux qui regardent la fumée monter. Et pourtant, le président des États-Unis s'est tenu devant le peuple américain et le monde entier et a décrit une attaque armée contre sa propre armée comme une petite tape affectueuse. Si cela ne met pas les gens en colère, cela devrait. Si cela ne rend pas les gens perplexes, cela devrait. Parce que c'est pas du leadership. Ce n'est pas de la force. C'est un délire enveloppé de bravade. C'est un homme tellement désespéré de vendre un récit de paix qu'il est prêt à faire semblant qu'un échange de tirs réels n'a pas eu lieu. Il est prêt à regarder des bateaux en flammes et des missiles fumants et à appeler ça une broutille. C'est le vieux truc. Quand les faits deviennent gênants, on les rebaptise jusqu'à ce que les applaudissements rattrapent le récit. Et cela devrait effrayer les gens plus que les missiles eux-mêmes. Parce qu'un dirigeant qui ne peut pas reconnaître la réalité est un dirigeant qui ne peut pas la contrôler. Mais Trump ne s'est pas arrêté là. Dans la même déclaration, il a appelé l'attaque une petite tape affectueuse. Il a aussi affirmé que le cessez-le-feu tient toujours. Le cessez-le-feu tient toujours. Ce point mérite d'être répété parce qu'il est absurde à ce point. Pendant que des missiles iraniens tombaient encore, pendant que des bombes américaines frappaient encore des bases terrestres iraniennes, pendant que le détroit d'Ormuz résonnait encore des bruits de la guerre, le président des États-Unis affirmait que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tenait toujours. Rien ne dit mieux cesser le feu que de l'expliquer par-dessus le bruit des missiles. Comment est-ce possible ? Comment un cessez-le-feu peut-il tenir quand les deux camps tirent ? Comment les hostilités peuvent-elles être terminées lorsque des navires de guerre échangent des tirs ? Comment la paix peut-elle exister au même moment que la guerre ? La réponse est simple, elle ne le peut pas. Trump ment, Trump manipule, Trump essaye d'avoir les deux à la fois. Il veut paraître dur en disant que l'Amérique les a pulvérisés. Il veut paraître pacifique en disant que le cessez-le-feu tient. Il veut revendiquer la victoire pendant que la guerre fait rage autour de lui. C'est tout l'art de vouloir la médaille, le micro et la porte de sortie en même temps. Et croire ces deux choses en même temps, c'est vivre dans son monde imaginaire, pas dans la réalité, pas dans le golfe Persique, où des marins meurent, où des navires brûlent et où le pétrole ne circule pas, mais dans une émission de télé-réalité où les mots comptent plus que les armes et où les tweets comptent plus que la vérité. La version iranienne de l'histoire est aussi cruciale parce que comprendre leur récit est la clé pour comprendre ce qui vient ensuite.
Des responsables militaires iraniens, par l'intermédiaire du quartier général de Khattam al-Anbiya, ont affirmé que l'affrontement avait commencé lorsque des navires américains avaient ciblé un pétrolier civil iranien. Selon leur version, des navires de guerre américains ont tiré sur un navire civil. Ils ont présenté l'attaque contre les destroyers non pas comme une agression non provoquée, mais comme une réponse à une attaque américaine contre le transport maritime iranien. Puis, ils ont formulé une affirmation encore plus explosive: les frappes de représailles américaines auraient touché des zones civiles à l'intérieur de l'Iran. Des zones civiles, pas des bases militaires, pas des centres de commandement, pas des dépôts d'armes, mais des maisons, des écoles, des hôpitaux, des quartiers où vivent des familles. Si c'est vrai, c'est un crime de guerre. Si c'est vrai, c'est un ciblage délibéré de non-combattants. Si c'est vrai, c'est le genre d'escalade qui transforme une escarmouche navale en vendetta sanglante pour des générations. L'Iran diffuse ce récit à son propre peuple et au monde entier. Le message est que les Américains ont attaqué les premiers, que les Américains ont ciblé des civils, que les Américains sont les agresseurs et que l'Iran est la victime. Et au Moyen-Orient, le récit est tout. La perception est tout, parce que le camp qui contrôle l'histoire contrôle la rue. Et la rue, c'est là que naissent les révolutions. La rue, c'est là que les armées recrutent. La rue, c'est là que les guerres se gagnent ou se perdent longtemps avant que la dernière balle soit tirée. C'est pourquoi la propagande n'attend pas que la fumée se dissipe. Elle arrive souvent avant les ambulances. Mais l'affrontement d'Ormuz n'a pas été la seule attaque aujourd'hui. Pendant que les forces américaines et iraniennes échangeaient des coups dans le détroit, les Émirats arabes unis ont aussi été pris pour cible. Les Émirats arabes unis ont confirmé avoir intercepté des frappes de drones et de missiles iraniens. 3 personnes ont été blessées. 3 êtres humains blessés par des armes iraniennes, le même jour où les Émirats arabes unis tentaient de naviguer dans leur nouvelle réalité post-OPEP. Le moment choisi compte. Les Émirats arabes unis ont officiellement quitté l'OPEP il y a seulement une semaine après 59 ans d'adhésion. Ils ont déclaré leur indépendance par rapport au cartel dirigé par l'Arabie saoudite. Ils ont annoncé qu'ils pomperaient du pétrole à leur propre rythme et fixeraient leur propre prix. Et une semaine plus tard, des missiles et des drones iraniens pleuvaient sur leur territoire. C'est pas une coïncidence, c'est un message. C'est l'Iran qui dit aux Émirats arabes unis que quitter l'OPEP ne les met pas en sécurité. S'aligner avec l'Occident ne les met pas en sécurité. Tenter de tracer leur propre voie au Moyen-Orient ne les met pas en sécurité. Et les Émirats arabes unis ont reçu le message haut et fort. Parce que 3 blessés aux Émirats arabes unis, c'est 3 de plus qu'hier. Et dans une région où l'honneur et la riposte sont une monnaie, ces 3 blessés exigent une réponse. Ils exigent vengeance. Ils exigent que les Émirats arabes unis prouvent qu'ils peuvent se défendre. Si les Émirats arabes unis répondent, si ils frappent en retour, si ils se joignent au combat contre l'Iran, alors cette guerre passe d'un conflit bilatéral à une mêlée régionale. L'Arabie saoudite serait la suivante. Le Koweït serait le suivant. Bahreïn serait le suivant et tout le Golfe deviendrait un champ de tir. Puis, il y a la saisie. Pendant que les missiles volaient et que les drones tombaient, l'Iran a saisi un pétrolier, l'Ocean Coil, un navire qui naviguait en mer d'Oman. Les forces iraniennes sont montées à bord du navire. Elles en ont pris le contrôle. Elles ont affirmé que le pétrolier tentait d'endommager et de perturber les exportations pétrolières de l'Iran. Elles l'ont décrit comme faisant partie d'un complot américain visant à saboter les ventes d'énergie iranienne. Maintenant, l'équipage est otage, la cargaison est saisie, le navire est entre les mains de l'Iran et le monde doit gérer une crise de plus par-dessus toutes les autres. Parce que saisir un pétrolier n'est pas un incident mineur, c'est de la piraterie, c'est un acte de guerre en droit international. C'est le genre de provocation qui exige une réponse militaire. Et si les États-Unis ne répondent pas, si la communauté internationale ne répond pas, si le monde laisse l'Iran s'en tirer avec la saisie de navires commerciaux, alors chaque pétrolier dans la région devient une cible. Chaque marin devient un otage en attente. Et l'approvisionnement pétrolier mondial devient un levier de négociation entre les mains d'un pays qui a déjà prouvé qu'il était prêt à utiliser la force militaire pour obtenir ce qu'il veut. La dimension humaine de cette histoire
est celle qui devrait briser le cœur de tout le monde. Pendant que les politiciens échangent des insultes et que les armées échangent des missiles, des êtres humains sont piégés au milieu de ce cauchemar. L'Organisation maritime internationale des Nations Unies a confirmé aujourd'hui qu'environ 1500 navires et 20 000 membres d'équipage restent piégés dans le Golfe. Piégés, pas en train de naviguer, pas en train de travailler, pas en train de rentrer chez eux, seulement flottants, en attente, en prière. 1500 navires, 20 000 âmes humaines, coincées dans une zone de guerre parce que le détroit d'Ormuz est fermé et que personne ne sait quand il rouvrira. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des marchands, des capitaines, des ingénieurs, des cuisiniers, des gens ordinaires venus d'une centaine de pays différents qui faisaient simplement leur travail quand cette guerre a transformé leur lieu de travail en champ de bataille. Ils sont là depuis des semaines. Certains manquent de nourriture, certains manquent de carburant, certains sont malades, certains ont peur, certains ont des familles à la maison qui ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. Et pendant que Trump appelle des attaques de missiles des petites tapes affectueuses et prétend à des cessez-le-feu qui n'existent pas, ces 20 000 personnes vivent en enfer. Elles respirent la tension, elles entendent les explosions, elles surveillent l'horizon en attendant la prochaine attaque. Les gens sur les navires comprennent le danger en temps réel. Ceux devant les micros semblent d'abord recevoir un slogan. Et personne à Washington, à Téhéran ou ailleurs ne semble se soucier assez d'eux pour les faire sortir de là. Ils sont les victimes oubliées d'une guerre qui n'a pas de nom, pas de règles et pas de fin en vue. Pendant ce temps, à Rome, un autre drame se déroule. Marco Rubio est là. Le secrétaire d'État des États-Unis est assis en Italie, en réunion avec la première ministre Giorgia Meloni, en attendant la réponse de l'Iran à la proposition de paix américaine. La position de Rubio est que l'Iran devrait répondre. Un accord pourrait être proche, la paix pourrait être à portée de main, et pendant que ce langage diplomatique était présenté, des missiles iraniens volaient vers des navires américains. Pendant que la diplomatie était discutée, des drones iraniens attaquaient les Émirats arabes unis, pendant que des propositions étaient examinées, des forces iraniennes saisissaient des pétroliers. La chorégraphie est presque élégante. Une main agite un papier de paix pendant que l'autre vérifie le rayon d'explosion. Alors, quel genre de réponse Rubio attend-il? Quel genre d'accord est possible quand les deux camps se tirent dessus? Quel genre de paix peut se construire sur une fondation de tirs, de missiles et de bilans de morts? La réponse est aucune. Aucune paix n'arrive. Aucun accord n'est proche. Il n'y a qu'une guerre déguisée en langage diplomatique. Il n'y a que la mort emballée dans des communiqués de presse. Et Rubio le sait. Rubio doit le savoir, parce que les États-Unis ne peuvent pas être à Rome en train de parler de paix pendant que leur marine mène une guerre à Ormuz. Ils ne peuvent pas négocier d'une main et bombarder de l'autre. Ils ne peuvent pas prétendre chercher la diplomatie pendant que leur président appelle un acte de guerre une petite tape affectueuse. À un certain moment, même les éléments de langage commencent à avoir l'air nerveux. C'est pas de l'art d'État, c'est de la schizophrénie. C'est une politique étrangère tellement déconnectée de la réalité qu'elle frôle la folie, et Trump n'est pas seulement déconnecté de la réalité militaire. Il menace aussi de déchirer les alliances qui ont maintenu l'Occident uni pendant 80 ans. Trump a annoncé qu'il envisageait de retirer les troupes américaines d'Italie et d'Espagne. Pourquoi? Parce que les deux pays ont refusé aux États-Unis l'accès à leurs bases militaires pour des opérations contre l'Iran. Leur position était claire, ils ne laisseraient pas les États-Unis utiliser leur sol pour lancer des attaques contre l'Iran. Trump a répondu comme un enfant gâté. S'il n'aidait pas les États-Unis, alors les États-Unis partiraient. S'il ne laissait pas l'Amérique utiliser leur base, alors l'Amérique reprendrait ses jouets et rentrerait chez elle. Apparemment, la gestion des alliances a maintenant la profondeur émotionnelle d'une porte d'hôtel claquée. Rubio a tenté d'enrober cela de langage diplomatique. Son argument était que si l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis sont dans l'OTAN est la capacité d'avoir des forces déployées en Europe, et que ce n'est maintenant plus le cas, alors c'est un problème. Non, monsieur le secrétaire d'État, c'est pas un problème, c'est une catastrophe. C'est la destruction de l'Alliance Atlantique. C'est la fin de l'ordre de sécurité d'après-guerre. C'est dire à chaque allié en Europe
que le soutien américain est conditionnel à une obéissance totale. Et si l'Italie et l'Espagne sont punis pour avoir dit non, alors quel message cela envoie-t-il à l'Allemagne ? À la France, au Royaume-Uni et à tous les autres pays qui ont accueilli des troupes américaines pendant des générations, cela leur dit que la loyauté est à sens unique, cela leur dit que l'Amérique n'est pas un partenaire, mais un maître. Et cela leur dit que au moment où ils affirment leur propre souveraineté, ils seront abandonnés. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est un test de loyauté avec des porte-avions en arrière-plan. Ce n'est pas du leadership. C'est du chantage. Et cela se produit pendant que des marins américains sont sous le feu à Hormuz. Pendant que le monde a besoin d'unité, Trump sème la division. Pendant que le monde a besoin de force, Trump livre le chaos. La guerre au Liban ne s'arrête pas non plus. Des frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 5 personnes dans le sud du Liban aujourd'hui, 4 dans le village de Tura, 8 blessés, un ambulancier de la défense civile libanaise tué à Kfar Tchouba, un ambulancier, un premier répondant, une personne dont le travail est de sauver des vies et qui a perdu la sienne en essayant de le faire. Le Hezbollah a répondu en tirant des roquettes vers le nord d'Israël. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti, des civils ont couru vers les abris, le dôme de fer a intercepté une roquette, d'autres sont tombés dans des zones ouvertes, mais le message était clair. Le cessez-le-feu au Liban est mort, la zone tampon n'existe pas. La ligne jaune que le Hezbollah avait rejetée est maintenant imbibée de sang et la guerre entre Israël et le Hezbollah s'intensifie en parfaite synchronisation avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran parce que ce ne sont pas des conflits séparés. C'est un seul conflit avec plusieurs fronts. L'Iran soutient le Hezbollah attaque Israël, Israël frappe le Liban, les États-Unis frappent l'Iran attaque des navires américains, les Émirats arabes unis sont frappés, les pétroliers sont saisis, et chaque front nourrit tous les autres fronts. Chaque explosion en crée 2 autres, chaque mort crée 10 ennemis de plus, et le cycle tourne de plus en plus vite jusqu'à ce que plus personne ne puisse l'arrêter. Le ministère libanais de la Santé a rapporté que 12 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes le 7 mai seulement. 2 d'entre elles étaient des enfants. L'une était un ambulancier. L'Organisation mondiale de la santé a vérifié que depuis le 2 mars, il y a eu 152 attaques contre des établissements de santé au Liban. 103 morts, 240 et un blessé. Les travailleurs de la santé sont ciblés, les hôpitaux sont frappés, les ambulances sont détruites et le monde regarde. Le monde compte et le monde ne fait rien. Parce que pendant que l'Organisation mondiale de la santé documente le carnage, les Nations unies débattent de résolutions. Pendant que les ambulanciers meurent, le Conseil de sécurité se dispute sur les mots. Pendant que des enfants sont enterrés sous les décombres, des diplomates se serrent la main à Rome et parlent de propositions de paix qui ne verront jamais le jour. Et le peuple libanais en est réduit à se demander si quelqu'un s'en soucie, si quelqu'un le voit, si quelqu'un se lèvera pour dire que ça suffit. Parce que 152 attaques contre les soins de santé, c'est pas la guerre, c'est un crime de guerre. 103 travailleurs médicaux morts, c'est pas un dommage collatéral. C'est une stratégie délibérée et 240 et un soignant blessé, c'est pas un accident. C'est un message qui dit nous ne nous soucions pas de qui vous êtes. Nous ne nous soucions pas de ce que vous faites. Si vous êtes au Liban, vous êtes une cible. Mais voici la partie qui devrait rendre furieux chaque conducteur en Amérique. Malgré les missiles, malgré les drones, malgré les pétroliers saisis et les marins piégés, malgré les ambulanciers morts et les bases en flammes, malgré tout cela, les prix du pétrole ont en fait baissé aujourd'hui. Le Brent est tombé sous les $100 le baril. Les marchés mondiaux ont grimpé. Le Nikkei du Japon a atteint un record. Les marchés célèbrent parce qu'ils pensent que l'accord avec l'Iran est proche, ils pensent que la paix arrive, ils pensent que Trump et Rubio savent quelque chose que le reste d'entre nous ignore. Les marchés adorent un titre rassurant, surtout quand l'océan en dessous est rempli de navires de guerre. Et peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'un accord secret est en négociation à Rome et qu'il mettra fin à tout cela demain, peut-être que l'Iran signera au bas de la page,
Peut être que le détroit rouvrira. Peut être que les marins rentreront chez eux. Peut être que les bombes cesseront de tomber. Peut être, mais peut être pas. Parce que Lloyd's List, la publication maritime la plus respectée au monde, a rapporté aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, le détroit est fermé. Aucun transit enregistré depuis le 4 mai. Fermé, pas en train d'ouvrir, pas sur le point d'ouvrir, fermé. Et l'Iran vient de créer une autorité du détroit du Golfe Persique pour percevoir des droits de passage auprès de tout navire qui voudra passer. Il ne se prépare pas à ouvrir le détroit. Il se prépare à le posséder, à le taxer, à le contrôler, à le transformer d'une voie maritime internationale en poste de péage iranien. Et c'est pas le comportement d'un pays qui s'apprête à faire la paix. C'est le comportement d'un pays qui croit avoir gagné, qui croit que l'Amérique a cligné des yeux, qui croit que les États-Unis viennent de subir une petite tape affectueuse. Et ont appelé ça une victoire. Dans cette version de la victoire, le détroit reste fermé, les navires restent piégés et le discours reçoit quand même des applaudissements. Voilà donc où nous en sommes le 8 mai 2026. L'Iran a attaqué 3 destroyers américains avec des missiles, des drones et de petites embarcations. Les États-Unis ont riposté en frappant des bases terrestres iraniennes. Trump a appelé cela une broutille et une petite tape affectueuse et a affirmé que le cessez-le-feu tient toujours. L'Iran a affirmé que des frappes américaines avaient touché des civils et a saisi le pétrolier Ocean Coil. Les Émirats arabes unis ont intercepté des drones et des missiles iraniens et 3 personnes ont été blessées. 20 000 marins sont toujours piégés sur 1500 navires. Rubio est à Rome en attente d'une réponse à une proposition de paix qui pourrait ne jamais arriver. Trump menace de retirer des troupes d'Italie et d'Espagne. Israël a tué 5 personnes de plus au Liban, dont un ambulancier. Le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël. L'Organisation mondiale de la santé a documenté 152 attaques contre les soins de santé. Les prix du pétrole ont baissé sur l'espoir. Le détroit est resté fermé dans la réalité. Et le monde est à une seule erreur de calcul d'une guerre que personne ne peut contrôler. Avant que cela se termine, il y a un élément qui relie tout cela et montre ce qui se passe réellement sous les gros titres. Pendant que tout le monde se concentre sur la question de savoir si Trump est fou ou brillant d'appeler une attaque de missile une petite tape affectueuse, pendant que tout le monde débat pour savoir si le cessez-le-feu est réel ou faux, pendant que tout le monde regarde les prix du pétrole, les marchés boursiers et les réunions diplomatiques à Rome, la vraie histoire se cache en pleine vue. Les États-Unis et l'Iran viennent d'échanger des tirs réels pour la première fois depuis que Trump a affirmé que la guerre était terminée. Ils viennent d'échanger des missiles et des bombes dans la voie maritime la plus dangereuse de la planète. Et les deux camps sont repartis en revendiquant la victoire. Il n'y a que dans le théâtre moderne de la crise que les deux camps peuvent revendiquer la victoire pendant que tous les autres comptent les issues de secours. L'Iran affirme avoir défendu ses eaux, l'Amérique affirme avoir détruit chaque menace, Trump affirme que le cessez-le-feu tient, l'Iran affirme avoir porté un coup contre l'agresseur, et c'est dans cette revendication mutuelle de victoire que réside le plus grand danger. Parce que lorsque les deux camps pensent avoir gagné, aucun ne ressent le besoin de faire des compromis. Lorsque les deux camps se pensent forts, aucun ne ressent le besoin de négocier. Lorsque les deux camps pensent pouvoir continuer à se battre et à gagner, la guerre ne se termine jamais. Elle devient simplement plus grande. Elle devient simplement plus sanglante. Elle se rapproche simplement du point où un camp fait une erreur de calcul, où un missile passe, où une bombe frappe la mauvaise cible, où une petite tape affectueuse devient un coup de grâce qui fait basculer le monde entier. Voilà le danger de traiter la guerre comme un segment télévisé. Tôt ou tard, la pause publicitaire n'arrive jamais. Et ce jour arrive. C'est pas une question de savoir si, c'est une question de savoir quand. Et le 8 mai 2026 vient de nous en rapprocher d'un jour. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt